Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je suis ici dans le cadre du salon Medfel à Perpignan. Alors, c'est vrai que dans les vergers, ça a l'air bien parti pour l'instant, mais attention, c'est loin d'être gagné. Pourquoi ? Parce qu'il y a une concurrence très très forte d'autres pays européens. Et puis, bien sûr, il y a ce fameux problème de la sécheresse. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Vous aimez les fruits ? Ça tombe bien, cette semaine, on vous en livre une bonne grosse pelletée, puisqu'on parle reconquête des marchés à l'export de pommes. On parle aussi des principaux enjeux de la production française de pêche et d'abricots, mais si vous préférez les sujets salés, on a aussi en stock un coup de gueule qui s'invite entre deux rubriques. Et on terminera cet épisode avec notre rubrique Carbon Farming en partenariat avec BASF Agro. Si vous êtes un peu largué par rapport au label bas carbone, on vous décrypte tout. Et tout ça, c'est servi généreusement avec le sourire aux lèvres après une dose de news. Elle est pas belle la vie ? Cela a été l'événement cette semaine, la veille de l'ouverture du salon Medfel de Perpignan. Imaginez, tous les big boss de la distribution des fruits et légumes, les metteurs en marché, les producteurs, ils étaient tous là pour fêter les 15 ans de l'association des organisations de producteurs de pêche et d'abricots de France. Au programme, l'après-midi, découverte dans un verger des Pyrénées-Orientales des évolutions techniques, notamment en lien avec la charte des vergers éco-responsables. En fin de journée, un débat animé par Jean-Paul Hébrard pour faire le point sur les sujets d'actualité de la filière et bien sûr, vous le connaissez, sans langue de bois. Et pour finir, des échanges un peu plus informels avec musique et cocktail. C'est au lycée agricole du Bourbonnais dans l'Allier que Farming Reality vous donne rendez-vous ce samedi pour découvrir de façon ludique toutes les opportunités des métiers de l'agriculture. Je vous ai trouvé un expert et on va parler justement des pommes en particulier. C'est vrai que 2021-2022, on manquait, à cause du gel notamment, de production. En 2023, on peut espérer avoir une production normale, on croise les doigts. Cela dit, on a laissé passer quand même des marchés à l'export, dans les pays du Nord notamment. Est-ce que, Olivier Masbou, vous qui êtes un expert dans ce domaine, est-ce que vous pensez qu'on va arriver à pouvoir exporter cette année ? Alors, pour les pommes, c'est un peu tôt déjà pour connaître la production. On rentre juste en début de floraison, donc ils espèrent que la production sera à peu près normale, mais c'est trop tôt. La pomme est un fruit qui s'exporte bien. La filière française est organisée depuis longtemps avec de grosses structures dédiées à l'export. Normalement, les marchés sont là, et donc si tout va bien, si les accidents climatiques ne reviennent pas, et là, on peut raisonnablement espérer que le plus dur est passé au niveau risque climatique. Il n'y a pas de raison que ces marchés-là, qui sont historiques, ou que ce soit la péninsule arabique, que ce soit l'Asie, ils ont des clients fidèles, et un client fidèle, ça revient toujours. Je pensais plutôt aux pays comme le Luxembourg, comme les pays du Nord de l'Europe. Il y a aussi, alors après sur l'Europe c'est plus compliqué parce que il y a une concurrence intra-européenne qui est forte. Il y a un marché, la Pologne qui développe beaucoup la production de pommes. La situation en Ukraine fait que beaucoup de pays sont sous pression russe et par exemple on a ouvert et je pense que c'est une bonne chose, même si c'est compliqué à gérer. On a ouvert des marchés pour la Moldavie. Ce n'est pas un gros producteur de pommes, mais toute tonne supplémentaire vient alourdir un marché. Donc le marché européen est plus compliqué. Olivier Masbou, merci beaucoup. Avec plaisir. Jean-Philippe Laval, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement de Phytocontrol, donc un laboratoire d'analyse. Pourquoi je viens vous voir ? Parce qu'on l'a vu dans le cas de la poire notamment, mais c'est vrai pour d'autres fruits aussi. Il y a un problème
par rapport à la francisation, c'est-à-dire le fait qu'on peut avoir des produits qui sont importés, qui vont être vendus avec un drapeau français dessus, et ça, on ne peut pas l'accepter. Est-ce qu'on a aujourd'hui des technologies qui permettent d'identifier l'origine d'un fruit ? Oui, nous pouvons très clairement identifier l'origine d'un fruit aujourd'hui. Il y a différentes technologies qui existent. Il suffit d'avoir les marqueurs chimiques d'un terroir, d'un territoire, d'une zone. On parle de la poire effectivement. À partir des analyses que l'on fait, on va identifier, on va faire une échantillon tech, une base de données qui nous permettra de récupérer, si on parle à part d'une trentaine d'échantillons de poires venant de cette origine-là. Cette base de données va être intégrée à différentes technos. En l'occurrence, nous, on a développé nos propres technologies qui nous permettent très clairement d'identifier les marqueurs chimiques de la poire sur le territoire donné. Ces analyses sont précises aujourd'hui et on sera capable demain, de façon très précise, de dire si cette poire vient d'un territoire français ou d'un territoire autre étranger, qui répondra à la problématique de la francisation. Jean-Philippe Laval, merci beaucoup. De rien, merci. Salut Bruno. Bonjour. Alors Bruno, toi tu représentes donc l'AOP Pêche et Abricots de France. C'est vrai que tout va bien et tout va pas bien non plus parce que on produit en gros une pêche ou un abricot sur 2 en France et le reste, ça vient beaucoup d'Espagne, il faut le dire. Et ce qui est important à comprendre, c'est que s'il y a 2 enjeux qu'il faudrait isoler pour la campagne 2023 ou pour le futur, ce seraient lesquels ? Premier enjeu, le renouvellement des générations, parce qu'on a vraiment besoin de jeunes producteurs. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et le deuxième enjeu, c'est l'investissement en verger, parce qu'avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de problèmes de production. On doit protéger les vergers. Et aujourd'hui, un investissement en verger, on tourne autour, en moyenne, on va dire entre 40 50 000 euros avec la protection, alors qu'il y a une dizaine d'années, on n'était qu'à 20 000 euros. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un enjeu d'investissement. Et puis en parallèle, on a des besoins de main-d'œuvre qui sont de plus en plus importants à l'hectare pour arriver à trouver le produit le plus gustatif tout en respectant l'environnement. Seconde question, c'est vrai que le gouvernement a annoncé un plan pour reconquérir justement la souveraineté ou participer de peut-être à 10-15% pour essayer de reprendre des parts. Est-ce que c'est crédible ou pas ? Alors la crédibilité, on va la voir dans les mois qui viennent. On va dire que l'ambition est plutôt bonne. Augmenter la souveraineté alimentaire de 5 voire 10 points à 10 ans, on peut être que favorable. Après, comme je le répète, ça passe par un investissement majeur. Et là-dessus, on est un peu déçu sur les premières mesures qui sont prises. On pense que c'est beaucoup trop restrictif et qu'il faut vraiment lâcher la bride autour de l'investissement. Et l'investissement, c'est les vergers, c'est les machines qui accompagnent. Mais c'est tout un ensemble. Et aujourd'hui, malheureusement, on sent que c'est un peu trop restrictif. Donc on va essayer d'élargir ce problème pour que chaque arboriculteur ait accès à un taux de subvention pour pouvoir investir. Alors vous avez fêté les 15 ans de l'AOP, on a été un peu dans les vergers et apparemment la production ça a l'air bien orienté. Alors pour l'instant on va dire qu'on a passé un hiver normal avec des heures de froid qui ont permis aux arbres de bien dormir. Ils se sont bien réveillés au printemps, pas d'incident gel signalé. Par contre une inquiétude majeure c'est l'eau parce que tous les départements aujourd'hui qui sont producteurs de pêche et d'abricots sont soumis à des arrêtés sécheresse qui malheureusement se renforcent de semaine en semaine. Et c'est vrai que si la situation perdure, on va avoir des difficultés ici ou là et peut-être, malheureusement, des vergers qui aujourd'hui se portent bien et qui pourraient ne pas aller au bout de la récolte. Merci beaucoup Bruno. Merci. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Coup de gueule. Hop, hop, hop. Je reprends la parole juste 2 secondes parce que ça vient de tomber. Cette semaine, la Gendarmerie nationale a publié un rapport indiquant qu'en 2022, il y a eu une atteinte aux biens dans les exploitations toutes les 30 minutes. C'est quand même pas mal. Et le jackpot pour les voleurs, on vous en parle depuis quelques années, ce sont les GPS. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont démontés en moins d'1 minute par les voleurs et qui ne sont même pas localisés lorsqu'ils sont remis en service en Roumanie, en Moldavie ou partout ailleurs. Ce qui est quand même plutôt étonnant pour un GPS. Alors on pourrait imaginer des choses sur le papier toutes simples comme les désactiver à distance. Et justement, c'est la base du coup de gueule de la semaine. Et Jean-Paul, on va encore pas se faire des potes sur ce coup-là.
Oui, Jean-Paul, en effet, moi j'ai pris connaissance également de ce rapport là qui vient de tomber au niveau des vols constatés, des infractions sur le milieu rural et plus particulièrement sur les exploitations agricoles. 16 000 vols, c'est une toutes les 30 minutes, un vol toutes les 30 minutes. Et les principaux outils qui sont volés, c'est aussi le matériel GPS, RTK. Alors oui, certes, c'est peut-être facile à voler, trop facile. Mais ce qui est regrettable, c'est que c'est du système qui doit être géolocalisé, géolocalisable. On sait qu'on peut potentiellement le retrouver et on a l'impression, nous, en tant qu'utilisateurs, que le travail n'est pas mené. Alors, il n'est pas mené par les constructeurs ou est-ce qu'il n'est pas mené par le système judiciaire européen? Voilà, il y a une grosse question qui doit être menée sur ce sujet. Moi, c'est quelque chose qui, quand même, me surprend. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Carbon Farming en partenariat avec BSF Agro. Créé en 2019 et piloté par le ministère de la Transition écologique, le label Bas Carbone a vocation à certifier des projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de séquestration carbone afin de les valoriser économiquement, notamment dans le secteur agricole. L'objectif de l'État est alors double. Contribuer à atteindre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050 et faire en sorte d'accroître les projets soutenus en France au détriment des crédits carbone achetés bon marché à l'autre bout du globe. Ça paraît clair, mais il est parfois difficile de s'y retrouver parmi les différentes méthodes qui permettent d'être certifiées. Et ça tombe bien, car on vous propose de passer en revue les 6 méthodes reconnues pour l'agriculture. D'abord, la méthode Carbone Agri, développée par l'Institut de l'élevage. Elle concerne les projets en élevage bovin et en grande culture. Plusieurs leviers sont proposés, de la gestion de l'alimentation animale à la gestion des cultures. L'IDEL a notamment développé l'outil Cap2R qui permet de déterminer son empreinte carbone et de réaliser une évaluation environnementale multicritère. La méthode Grande Culture, quant à elle, est développée par un consortium d'associations spécialisées et de leurs instituts techniques. Elle est dédiée aux pratiques culturales permettant d'atténuer les effets du changement climatique. Par exemple, augmenter les légumineuses fixatrices d'azote dans la rotation des cultures ou réduire la consommation des combustibles fossiles. Ensuite, la méthode plantation de verger est développée par la Compagnie des Amandes. Elle concerne la plantation d'une culture fruitière pérenne sur une terre non cultivée actuellement pour cet usage. Ces projets de plantation d'un nouveau verger permettent de séquestrer du carbone dans la biomasse des arbres. Il y a aussi la méthode haie, qui encourage la séquestration du carbone dans les haies bocagères gérées durablement. Cette méthode a été développée par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. La méthode Sobac Eco TMM, comme son nom l'indique, est développée par la SARL Sobac. Elle est dédiée aux projets agricoles de réduction d'intrants de synthèse organique. En effet, ces derniers contribuent à l'émission de protoxyde d'azote N2O, un gaz à effet de serre au fort pouvoir réchauffant. Enfin, la méthode écométhane est spécifique au projet de réduction des émissions de méthane d'origine digestive par l'alimentation des bovins laitiers. Elle est développée par l'association Bleu Blanc Cœur et préconise l'ajout de composants riches en acide alpha-linolénique dans l'alimentation animale. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. N'oubliez pas de nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube et puis aussi de vous abonner à notre page Instagram. Et n'oubliez pas bien sûr de consommer des fruits.